Après la bataille de Poitiers, nous avons donc Pépin le Bref, la dynastie des Carolingiens. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre spiritualité, et vous le savez, cet été, Ismaël Mounir est avec nous, l'imam Ismaël Mounir. Bonjour Ismaël. Bonjour, salam alaikum. Voilà, vous êtes imam, conférencier, fondateur de l'Institut en ligne Amine, très présent sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube, partout. Et je suis aussi en pleine forme. Oui, Je suis en pleine forme. vous êtes en pleine forme parce que ce matin, vous avez fait du sport. Ah ouais, grave. Vous voulez qu'on en parle ? Non, ça va aller. Bien. On déconstruit la mytho-histoire, ce que vous appelez la mytho-histoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes dans l'histoire. La semaine dernière, on parlait de Charles Martel, mais Charles Martel avait un fils qui s'appelait Pépin le Bref. Voilà. Qui lui aussi a eu un fils qui s'appelait Charlemagne. Voilà, c'est ça, c'est QFD. Bien, on est au 8e siècle. Exactement. Donc, on avait parlé de la célèbre bataille de Poitiers en 732. Donc, notamment, j'avais évoqué un livre, je répète ce livre de William Blanc et de Christophe Naudin, La bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. Alors, l'objectif je fais juste un recadrage rapidement. L'objectif d'évoquer ces choses-là, c'est pas de mettre les gens en conflit, ou c'est pas de dire que la civilisation musulmane, elle était parfaite et que la civilisation musulmane était mieux que la civilisation occidentale. C'est absolument pas ça le propos. Le propos, c'est de remettre de la complexité là où très souvent, voilà, on est dans la mytho-histoire, on est dans les légendes et on est dans la réutilisation politique. Une chose que j'ai apprise, qui me paraît essentielle, c'est que l'histoire est fondamentale, mais à partir du moment où on a une bonne approche avec l'histoire. Puisque, par exemple, ce dont je me suis aperçu, moi, nous les musulmans avec notre histoire, très souvent on est dans l'apologie. On va chercher dans le passé des grandes figures de l'histoire, des moments glorieux, l'apogée, et on va parler que des aspects positifs, et on va quelque part créer même un espèce de complexe de dire, regardez, eux ils étaient super, et nous aujourd'hui on est nuls. Alors qu'en fait, si on est objectif, même dans le passé, tout n'a pas été rose chez les musulmans. Même à leur apogée, ils n'étaient pas parfaits, les musulmans. Ça rappelle l'âge d'or de l'islam. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est d'aller dans l'histoire pour, en espérant trouver les solutions à des problèmes qui sont contemporains. Là aussi, à mon sens, il y a un glissement. Moi, quand je vais dans l'histoire, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui a fait que les musulmans, à un moment donné, ils ont pu produire des choses intéressantes, mais aussi qu'est-ce qui les a amenés à cette décadence qu'on traverse aujourd'hui. Et quand on revient dans l'histoire est un moyen excellentissime pour avoir du recul sur les choses même qui relèvent de la théologie. Puisque la civilisation musulmane est une production humaine, les humains n'étant pas parfaits, être capable de voir ce qui a pu fonctionner et ce qui n'a pas fonctionné, ça permet de prendre du recul aujourd'hui. Donc, le but n'est pas de sacraliser ou d'avoir une vision apologétique de l'histoire des musulmans. Et le but, tout simplement, c'est de montrer la réalité des choses. Et la réalité, elle est complexe. Et on va le voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, après la bataille de Poitiers, nous avons donc Pépin le Bref. Donc Pépin le Bref, c'est la dynastie des Carolingiens. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Dans le monde musulman, il se passe un événement majeur. En 751, qu'est-ce qui se passe, mon cher Philippe ? Vous le savez forcément. En 751, c'est la chute du califat omeyyade. Vous savez quoi ? Je ne le savais pas. C'est vrai. Vous me l'apprenez. Ça, c'est une date majeure. 751. Voilà, 751, c'est la chute du califat omeyyade. Donc, la capitale est Damas. Et maintenant, il va y avoir un changement, c'est la dynastie abbasside. Entre parenthèses, rappelons quand même que les musulmans, après la mort du prophète, salam, ne vont jamais mettre en place un moyen de faire élire des représentants de manière pacifique et de faire élire des représentants légitimes de manière pacifique. Au début, il va y avoir des grandes personnalités qui vont préserver l'union de la communauté musulmane, mais on le sait très bien que dès Uthman va être assassiné par des musulmans, puis Ali va être assassiné par des musulmans, et puis après on va rentrer dans des dynasties. Donc qui dit dynastie, ça va être héréditaire, donc il y a des familles qui vont, donc les Omeyyades, c'est la tribu de Banu Umayya, et ils vont, pour avoir le pouvoir, commettre un certain nombre d'injustices qui va leur valoir l'animosité, et ils vont être renversés donc par les Abbassides. Les Abbassides étant une autre dynastie. Et donc les Abbassides, eux, vont établir leur capitale à Bagdad. Et donc là, en Andalousie, c'est extrêmement important de comprendre, parce que là aussi, pareil, beaucoup ont une vision complètement aseptisée et complètement fantasmée de ce qu'a pu être les empires musulmans. Il n'y avait absolument pas d'union. On l'a vu déjà, on l'avait évoqué l'année dernière,
qu'il y avait du racisme entre les Arabes et les Berbères. Et en Espagne, qu'est-ce qui se passe? En Espagne, une grande partie reste avec les Omeyyades, c'est-à-dire que c'est des Omeyyades. Et donc, à Bagdad, on voit d'un mauvais œil les musulmans qui sont en Andalousie. Et dans le nord de l'Espagne... Qui n'ont pas fait allégeance à la nouvelle dynastie. Calife. Ouais. Ils sont indépendants. Et par contre, au nord de l'Espagne, eh bien, ce sont des Abbassides. Donc, c'est-à-dire que dans l'Espagne même, les musulmans sont divisés. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, en fait, c'est de la géopolitique. Il y a un gros problème, c'est que parfois, on veut mettre de la religion là où il n'y a pas de religion, en fait. C'est purement de la géopolitique. C'est des contingences qui relèvent de la stratégie politique, d'intérêts économiques. Il n'y a pas du tout de conflit de civilisation, en fait. Il y a des conflits, bien sûr, mais ils ne sont pas religieux. Et on va le voir, puisque... On l'avait vu déjà la semaine dernière. On l'avait déjà mis en perspective. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les musulmans qui sont au nord de l'Espagne, avec Pépin le Bref, en fait, ils ont un ennemi commun, qui sont les musulmans omeyyades de l'Andalousie. Et donc, il va y avoir donc le souverain carolingien Pépin le Bref, qui a une position puissante en Europe, et une alliance à ce moment-là pour lui avec le calife abbasside Al-Mansour, eh bien, est tout à fait dans l'intérêt à la fois du calife abbasside Al-Mansour comme Pépin le Bref. Et donc, le calife Al-Mansour, il est à Bagdad. Le calife Al-Mansour, il est à Bagdad. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les anciens partisans du calife omeyyade étant solidement établis dans le sud de l'Espagne, sous Abd al-Rahman Ier, ils constituent une menace stratégique. Et donc, il va y avoir cette alliance qui va être militaire, mais qui va être aussi économique. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des ambassades qui vont être échangées. Donc, il y a des délégations qui vont être envoyées par le calife abbasside et des délégations qui vont être envoyées par Charlemagne. On dit qu'en tout, il y a eu 3 délégations envoyées par Pépin et 2 par les abbassides. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On trouve des pièces arabes et on trouve même au British Museum des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie, ouais. Donc où il y a des écritures arabes, généralement la profession de foi, où il y a une pièce très célèbre qu'on peut trouver qui date du 8e siècle, où le roi anglais, Offa de Mercy, il a donc pris une pièce arabe, il a laissé l'écriture arabe et au milieu il a battu son nom. Et on trouve cette pièce-là au British Museum. Et en fait, cette pièce-là est le témoignage des échanges commerciaux qu'il y avait à l'époque entre les Abbassides et donc l'Europe, avec notamment les Français et les Anglais. Donc, en 777, qu'est-ce qui se passe? Les souverains pro-abbassides du nord de l'Espagne, ils vont leur demander de faire l'alliance pour se préserver donc des musulmans qui demandent à des chrétiens de faire alliance avec eux pour se protéger d'autres musulmans avec lesquels ils ne sont pas en accord. Donc, vous avez Sulayman al-Arabi, qui est le gouverneur pro-abbasside de Barcelone. Donc, vous voyez, Barcelone, c'est le nord de l'Espagne, c'est le nord-est de l'Espagne. Il est le gouverneur de Barcelone, de Gijón. J'aime bien, moi, cette lettre en Espagne, le Kha. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'avais mes amis français, ils galéraient pour le Kha. Et moi, j'arrivais, je disais pelirrojos. Et la prof disait plus un. Donc, le Gijón. Et elle va envoyer donc une délégation à Charlemagne, à Paderborn. Et donc, ils vont offrir la soumission ainsi que l'allégeance. Et donc, il va y avoir plusieurs, on va dire, émirs omeyyades. Donc, on a dit Sulayman al-Arabi, également Hussein de Saragosse et Abu Thawr de Huesca. Et la contrepartie, c'est d'avoir une aide militaire parce que, bien évidemment, ils sont minoritaires. Les pro-abbassides en Andalousie à l'époque sont minoritaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, ils vont transmettre l'information que le calife de Bagdad, Mohammed el-Mahdi, prépare une force d'invasion contre les Omeyyades d'Espagne, Abd al-Rahman Ier. Bon, il s'avère que cette armée ne va jamais arriver, d'accord? Et on dit que par la suite, donc là, il va y avoir, c'est Charlemagne qui prend la suite, puisque Pépin le Bref meurt. En 778, Charlemagne prend une armée et prend la direction des Pyrénées. Et il ramasse toutes les forces qu'il peut ramasser, et il va être accueilli à Barcelone et à Gijón, donc par Sulayman al-Arabi. Il se dirige vers Saragosse, et les troupes vont être rejointes par les troupes de Sulayman. Alors, il va y avoir là quelques malentendus parce que Hussein de Saragosse, lui,
il veut bien une aide militaire, mais il ne veut pas se soumettre, il ne veut pas donner la ville à Charlemagne. Néanmoins, qu'est-ce qui va se passer après un mois? Il est défait, il est démis, il perd. Voilà, exactement. Voilà, bon, hop. Donc il veut garder son statut. C'est toujours un peu on va dire la dualité qu'il y a pour on va dire les rois et ceux qui sont au pouvoir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au final la force envoyée par Bagdad, comme je vous l'ai dit, ne va pas arriver. Elle va être stoppée près de Barcelone. Et puis après un mois de siège à Saragosse, Charlemagne décide de retourner dans son royaume. Sur le retour, Charlemagne il va subir une attaque des Basques dans le centre de la Navarre. Et en représailles, il va attaquer Pampelune, il va la détruire. Donc il y a une célèbre bataille en 778, le 15 août. On appelle ça la bataille de Roncevaux. Donc les Carolingiens, donc Charlemagne, vont rester dans les Pyrénées. Grande bataille, Roncevaux. Voilà. Et la ville de Gijón va être capturée en 785. Et donc après, il va se concentrer à étendre leur domination sur Vis, Cáceres et Cardona. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a un conflit entre Charlemagne avec l'émir omeyyade de Cordoue. Et donc, du coup, il devient un allié de choix pour le califat de Bagdad. Et là, c'est le célèbre Haroun Rachid. Parce que là, maintenant, on est passé de Pépin le Bref, qui, lui, avait une alliance avec Al-Mansour. Et là, maintenant, le nouveau calife de Bagdad, c'est le célèbre Haroun Rachid. Et donc, Charlemagne va avoir une alliance de choix avec Haroun Rachid. Et ils ont formé un pacte contre un ennemi commun, à savoir les dirigeants musulmans de l'Espagne omeyyade. On dit aussi qu'il y a les Byzantins. Et que donc, pour Charlemagne, qui est contesté par les Byzantins, notamment, ils ne veulent pas qu'il soit empereur de Rome, etc. Il y a aussi, par rapport à Jérusalem, puisque l'empereur de Rome, pour les chrétiens, Jérusalem est une ville importante. Et en fait, pour Charlemagne, l'alliance avec les musulmans en Irak, les musulmans, le califat abbasside, elle est stratégique puisqu'elle lui permet de faire un contrepoids à Byzance. Et on rapporte même que Haroun Rachid avait été d'accord pour que Charlemagne soit responsable de Jérusalem. Alors, ça demanderait de creuser un petit peu, mais on trouve ça notamment dans le célèbre ouvrage que je n'ai pas encore cité, de Mohamed Arkoun, où on fait état de ces faits historiques. Donc alors maintenant, quelle histoire des musulmans en France, hein, l'histoire de l'islam et des musulmans en France. Donc de Mohamed Arkoun. Alors ce qui est assez amusant, c'est que on sait que Charlemagne va recevoir à la cour une délégation envoyée par Haroun Rachid, et il va lui être envoyé énormément de cadeaux, des aromates. On sait très bien que dans l'Orient, hein, la route des épices, etc., donc des aromates, des tissus, un éléphant nommé Al-Abbas, Abou al-Abbas, et une horloge. Alors j'aime beaucoup cette anecdote, je la trouve exceptionnelle. Donc c'est une horloge qui fonctionne c'est une horloge qui fonctionne avec de l'eau. Donc il y a tout un système d'eau qui fait tourner. Enfin bon, c'est pour vous dire, hein, comme ça bougeait tout seul, et on n'était pas du tout habitué en Occident à ce genre de trouvailles. Système de balancier, voilà, comme ça. Ils pensaient qu'il y avait un démon à l'intérieur. Les gens étaient méfiés. Il faut comprendre, c'est la nouveauté, c'est une technologie qui n'existe pas, puisqu'on sait très bien que le califat abbasside, en termes de technologie, ils sont à la pointe de l'humanité à l'époque. Et donc, elle est décrite dans les annales royales franques de 807. Écoutez bien, elle marquait les 12 heures avec des boules de cuivre tombant sur une plaque à chaque heure, et avait également 12 cavaliers qui apparaissaient à leur tour à chaque heure. Donc c'est le truc, c'est super mécanisme. Voilà, c'est le iPhone 12 que nous on connaît pas encore, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un jour elle tombe en panne. Et là il y a tous les ingénieurs de la cour, les grands savants qui essayent de la réparer, mais en fait ils sont complètement dépassés par le truc. Et Charlemagne leur dit: laissez, c'est du travail d'arabe. Et on dit comme quoi l'expression a drôlement changé aujourd'hui. Voilà. Hein. Et on dit que l'expression, c'est de là qu'elle vient, le travail d'arabe. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui encore en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, le travail d'arabe, ça veut dire que c'est quelque chose de très, très sophistiqué. Effectivement, les temps changent. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces échanges.
Alors, ce qui est intéressant. Il y a une reproduction quelque part de cette horloge? Est-ce qu'il y a une peinture, quelque chose qu'on peut... Non, c'est la seule chose que j'ai trouvée, donc c'est ce que j'ai cité, c'est les écrits, la description qu'on retrouve dans les annales royales franques de 807. Donc voilà, ce qu'on peut dire en conclusion de cela, c'est que c'est attesté, c'est connu. Les musulmans n'étaient pas un seul empire qui voulait attaquer les chrétiens. Les chrétiens eux aussi n'étaient pas dans une union à cette époque-là complètement monolithique contre les musulmans, d'ailleurs qu'ils ne connaissaient même pas. Le mot musulman n'existe pas à l'époque. Le mot islam n'existe pas à l'époque. Il va falloir attendre le 15e siècle pour que ces mots-là apparaissent. Pour les gens de l'époque, c'est les Sarrasins. Sarrasins, en fait, alors c'est ce qui est extérieur, ce qu'on ne connaît pas, c'est les païens. On vous avait fait une promesse avant d'évoquer l'histoire de ce compagnon brigand, c'est de vous parler de la ville de Ramatuelle avec son célèbre festival, le festival de Ramatuelle. Alors moi je connais pas le festival de Ramatuelle, c'est un festival de quoi? De cinéma, de musique? De théâtre. Théâtre. Aujourd'hui il y a des chanteurs qui sont invités, il y a des comiques qui sont invités, créé par Jacqueline Franjou, et aujourd'hui c'est un comédien qui le dirige. Alors oui, pourquoi la ville de Ramatuelle? Parce que dans mes recherches sur l'histoire de l'islam en France, l'histoire de l'islam et des musulmans en France, j'ai découvert que les musulmans sont restés à peu près un siècle dans le Fraixinet, ce qu'on appelle le Fraixinet, donc c'est la région de Saint-Tropez, etc. Donc une ville chère à notre Brigitte Bardot nationale. Voilà, oui. Et en fait, il s'avère que un siècle, donc de la fin du 9e à la fin du 10e siècle, les musulmans étaient installés là-bas. Et ça avait été démenti à un moment donné, mais il y a un certain nombre maintenant de recherches, de trouvailles sur le plan archéologique qui permettent de l'affirmer. Et d'ailleurs, on dit que la ville de Ramatuelle, en fait, qui d'abord s'appelait Ramatuella, vient de l'arabe Rahmatullah, puisque c'est une ville qui n'est pas trop loin de la mer, qui vient en montée. Il y a beaucoup d'arbres et en fait, elle permettait d'avoir une certaine fraîcheur en été quand il faisait très très chaud. Et donc à l'origine, son nom serait Rahmatullah, la ville de Ramatuelle. Et je me suis dit, moi, alors vous me dites ce que vous en pensez Philippe, mais je me suis dit peut-être que finalement les titres des chansons de Brigitte Bardot étaient subliminales, quoi. Je t'aime moi non plus, je ne reconnais plus personne, Harley Davidson, peut-être que ça vient de là en fait. Mais c'est ça en fait. Gainsbourg avait perçu, voilà, il était taquin Gainsbourg. Exactement. Hein.